Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un ouvrage vraiment monumental. Ouais, un vrai pavé. C'est ça, on parle des outils des géants, ou Tools of Titans en anglais, de Tim Ferriss. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, pour rendre cette analyse un peu plus singulière, on va s'appuyer sur une discussion indirecte où les rôles ont été complètement inversés. Exactement. Pour une fois, c'est pas l'auteur qui pose les questions. Il se retrouve sur le siège de l'interviewé face à Naval Ravikant, qui est un entrepreneur très connu. C'est une dynamique super rafraîchissante. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est d'extraire de cet échange les concepts les plus denses, les plus utiles pour notre public. Tout à fait. Et l'intérêt de se plonger dans ce matériel spécifique, c'est pas juste de lister des astuces de productivité ou de faire un énième résumé de lecture, quoi. Non, l'idée, c'est vraiment d'offrir un raccourci vers une vie un peu mieux optimisée, sans tomber dans le piège de la surcharge d'informations. Voilà. Le but fondamental, c'est de comprendre la philosophie profonde d'un homme qui se décrit lui-même comme un cobaye humain professionnel. Un cobaye humain, c'est le mot juste. Bon, décortiquons tout ça. Allons-y. Et pour commencer, il y a un élément assez inattendu concernant les origines de cette obsession pour l'optimisation. En fait, on découvre que tout part d'une enfance marquée par une vulnérabilité physique vraiment extrême. C'est un paradoxe très révélateur, parce qu'on associe souvent cette quête un peu frénétique de la performance à des individus, tu vois, naturellement doués, des surhommes. Ouais, des athlètes nés. C'est ça. Mais là, la genèse de tout ça, c'est le pur instinct de survie. Dès sa naissance, vu qu'il était grand prématuré, il a dû faire face à un collapsus du poumon gauche C'est fou ça. et à des problèmes chroniques de thermorégulation. Les sources parlent de multiples hospitalisations juste pour des coups de chaleur parce que son corps n'arrivait pas à gérer la température. Donc la base, c'était vraiment pas l'excellence, c'était la fragilité pure. Et le véritable point de bascule, ça semble s'être produit pendant ses années de collège, quand il a découvert la lutte sportive. Ah oui, la lutte. C'est un milieu très particulier. Très dur, oui. Et pour comprendre ce qui s'est joué là, il faut se pencher sur la culture de ce sport, où la perte de poids rapide avant les pesées, c'est une pratique courante et honnêtement assez brutale. Surtout pour quelqu'un qui a déjà une santé fragile à la base. Exactement. Face aux autres compétiteurs, et sachant que son propre corps était déjà une machine hyper capricieuse, subir ces pertes de poids massives par déshydratation, ça présentait des risques de mort carrément. Des risques d'évanouissement, d'insuffisance rénale. C'est ça. Et pour ne pas mourir, littéralement, il a commencé à consigner la moindre variable. C'est là qu'est née sa méthode d'hyperdocumentation, cette prise de notes presque clinique. C'était une nécessité absolue. Ce qui est fascinant ici, c'est que de cette nécessité biologique est né un concept intellectuel majeur qu'ils abordent dans la discussion, le fameux méta-apprentissage. Le méta-apprentissage, ouais. L'auteur soutient une thèse assez audacieuse. Il affirme qu'une personne organisée, même avec une intelligence moyenne, peut devenir de classe mondiale. Quand on dit classe mondiale, c'est le top 5% de la population, c'est ça? C'est ça. Dans une ou deux disciplines totalement nouvelles chaque année. Et comment? Pas en s'entraînant juste plus dur, mais en étudiant ce qu'il appelle les anomalies. Et c'est là qu'il faut absolument séparer la technique de la génétique. Au lieu d'étudier les champions nés, il faut chercher ceux qui, sur le papier, ne devraient absolument pas réussir. Ouais, les gens normaux qui font des trucs extraordinaires. Comme Jerzy Gregorek. Cet exemple est incroyable. On parle d'un homme de 62 ans qui arrive à faire un arraché olympique, un snatch, avec des charges énormes. Et le tout en étant accroupi sur une planche d'équilibre instable. C'est de la science-fiction à cet âge-là. Biomécaniquement, c'est insensé. Et il y a aussi l'exemple de Shinji Tachioki, qui est devenu une star de la natation fluide sur Internet en seulement 1 an. Et pourquoi ça compte d'étudier ces gens-là plutôt que Michael Phelps? Parce que Phelps, il a des chevilles hyper laxes, il a une envergure de mutant, c'est de la génétique. Impossible à imiter pour le commun des mortels. Alors que si on étudie un homme de 60 ans ou quelqu'un sans aucune prédisposition, on observe quelqu'un qui a été obligé de développer une technique absolument parfaite pour compenser. Et ça, c'est reproductible. C'est génial, mais alors, comment on extrait cette technique du cerveau de ces experts? C'est là qu'intervient le hack de l'apprentissage. La méthode d'interview. Ah, les fameuses questions. Les questions posées aux experts pour déconstruire une compétence sortent vraiment de l'ordinaire. Au lieu de demander quel est votre secret, on demande plutôt où les débutants perdent-ils le plus de temps. C'est beaucoup plus pragmatique. Et ma préférée, c'est celle avec une grosse contrainte. Si vous aviez 12 semaines pour me préparer à une compétition de haut niveau, sachant que c'est presque impossible, avec 2 millions de dollars à la clé, que feriez-vous exactement?
C'est une question redoutable. Face à un enjeu financier colossal et un temps ultra court, l'expert est obligé d'éliminer tout ce qui est superflu. Il ne garde que l'essentiel. Et ça fait écho à Miyamoto Musashi, le légendaire épéiste japonais. Que dit-il exactement? Il enseignait à ses disciples une règle stricte. Ne faites rien qui ne soit d'aucune utilité. C'est la distinction vitale entre être efficace et être efficient. C'est-à-dire? L'efficacité, c'est choisir les bonnes choses à faire. L'efficience, c'est faire bien les choses. Mais devenir hyper performant pour accomplir une tâche inutile, c'est le piège ultime. Ce qui nous amène parfaitement à la deuxième partie de notre analyse, l'ingénierie du temps et la capacité à dire non. Un vaste sujet. Oh oui. Et là, on a une vraie surprise concernant le calendrier de l'auteur. On pourrait s'attendre à des journées planifiées à la minute près. Le mythe de l'entrepreneur qui dort 3 heures par nuit et enchaîne les réunions. Exactement. Mais la réalité est complètement différente. Il consacre 60% de son premier trimestre à du travail méta. 60%? C'est énorme. C'est énorme. C'est du temps de réflexion, de planification, de délégation. Sa journée type implique d'éviter les réunions comme la peste et même de s'ennuyer volontairement pour laisser émerger la créativité. Si on relie ça à une perspective plus large, ça rappelle beaucoup les 7 Paul Graham sur l'emploi du temps du créateur par rapport à l'emploi du temps du manager. Tu peux nous expliquer la différence? Le manager divise sa journée en tranches de 30 minutes pour réagir aux urgences. Mais le créateur, lui, il a besoin de blocs de temps massifs, de demi-journées interrompues pour un travail profond. L'idée forte, c'est l'importance vitale du mou, du slack dans un emploi du temps. Le Slack, oui, cet espace de liberté. Un agenda rempli à 100%, c'est un système fragile. Le vide n'est pas un luxe, c'est une fonction indispensable. Et pour protéger ce vide, la discussion met en lumière 3 mantras vraiment mémorables. Le premier vient de Derek Sivers. C'est Hell yes or no. En gros, si c'est pas un grand oui enthousiaste, c'est un non absolu. C'est radical, mais ça nettoie un agenda. Le deuxième mantra est issu du Brema, une pratique corporelle. Pas de précipitation, pas de pause. L'art d'avancer avec constance. Et le troisième est un adage militaire. La lenteur est fluide et la fluidité est rapide. Dans des environnements à haut risque, se précipiter entraîne des micro-erreurs. Ça brise la fluidité, alors qu'un mouvement délibéré et lent garantit l'absence de friction. Paradoxalement, on va beaucoup plus vite. Et le test ultime, pour voir si on a bien structuré son temps, c'est la fonction de forçage des vacances. L'astuce des vacances hors réseau. C'est ça, planifier des retraites de 4 à 8 semaines en disparaissant littéralement des radars. Ce n'est pas juste pour se reposer, c'est pour obliger son entreprise à survivre sans soi. Ça force à créer des systèmes de délégation et des manuels de procédures solides. Si on est le goulot d'étranglement de ses propres projets, l'entreprise s'effondre quand on part. C'est une stratégie brutale mais redoutable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que s'imposer ces vacances extrêmes, c'est une forme de contrainte. Ce qui nous amène à l'art stoïcien de la souffrance volontaire. Ah, on entre dans les habitudes qui semblent un peu folles vues de l'extérieur. Totalement folle. On parle de marcher pieds nus dans la neige jusqu'à l'engourdissement, de prendre des bains de glace, de jeûner pendant 7 jours en ne buvant que de l'eau distillée. Vu de l'extérieur, au XXIe siècle, ça a l'air masochiste. Mais pourquoi s'infliger ça alors qu'on vit dans le confort? C'est pour combattre ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est un concept clé. C'est l'idée qu'on s'habitue à tout, même au luxe? Exactement. L'être humain normalise son environnement. Dans des endroits comme la Silicon Valley, on voit des millionnaires qui sont profondément misérables simplement parce que le yacht de leur voisin est un peu plus grand. Le niveau de référence ne fait que monter. C'est un tapis roulant psychologique. Et la solution à ça, elle a été donnée il y a 2000 ans par le philosophe stoïcien Sénèque dans sa lettre 13. Il recommandait de pratiquer la pauvreté, non? Oui, de se vêtir de tissu rêche, de manger frugalement pendant quelques jours, pour se poser cette question décisive. Est-ce vraiment là la condition que je craignais tant? C'est une inoculation contre la peur. Tout à fait. C'est s'administrer une petite dose d'échec pour développer des anticorps. Et l'application au monde de l'entrepreneuriat est directe. On prend souvent Richard Branson pour un fou du risque qui saute sans parachute. Mais pour lancer Virgin Atlantic, sa première action a été de mitiger le risque. Comment a-t-il fait? Il a négocié avec Boeing pour louer un avion, en s'assurant qu'il pourrait le leur rendre avec des pénalités limitées si l'entreprise faisait faillite. Il a défini son pire scénario. Et la souffrance volontaire, le jeûne ou le froid, ça fait la même chose psychologiquement. Ça réduit la peur de l'échec. Le pire scénario n'est plus terrifiant, il est juste inconfortable.
En éliminant la peur de la chute, on libère l'audace. Ce qui est une excellente transition pour aborder notre dernière grande partie. La santé, l'exploration de l'esprit et la beauté de l'absurde. Un programme chargé. Pour la santé physique, l'approche est très analytique. On parle de demander la version Cadillac des tests sanguins. Des bilans très exhaustifs. Oui, mais l'astuce, c'est de chercher des tendances sur la durée. Pas de s'alarmer sur un simple cliché isolé qui pourrait être faussé par un repas un peu trop riche le week-end précédent. La vision à long terme est primordiale pour le corps. Mais l'échange explore aussi des territoires beaucoup plus complexes pour l'esprit, notamment la recherche sur les composés psychédéliques. C'est un sujet délicat. L'auteur a financé beaucoup de recherches cliniques dans des institutions comme Johns Hopkins ou l'Université de Californie sur des substances comme la psilocybine ou le LSD. Et ces recherches visent des applications psychiatriques très lourdes, le traitement de la dépression résistante, des addictions aux opiacés ou de l'anxiété de fin de vie. Sur un plan personnel, il explique que ça lui a permis de réduire de 80 à 90% une colère profondément enfouie depuis l'enfance. Mais là, il faut être extrêmement clair sur la nuance apportée par les sources. Il ne s'agit pas de magie. Non, pas du tout. Ces substances demandent une supervision médicale stricte dans un cadre clinique. Elles ne règlent rien par elles-mêmes. Elles se contentent de révéler le problème derrière le problème. Elle donne des devoirs psychologiques à faire ensuite, dans la vraie vie. Exactement. Une mauvaise utilisation, hors d'un cadre médical, peut être profondément destructive. C'est un travail qui demande beaucoup d'humilité. Et en parlant d'humilité, ça nous mène à l'histoire magnifique de B.J. Miller. Ça adoucit vraiment le ton de cette quête frénétique de performance. B.J. Miller, oui, c'est un médecin en soins palliatifs, qui est lui-même triple amputé suite à un accident. Il passe sa vie à accompagner des patients en fin de vie. Et ses conseils n'ont rien de dogmatique. Il prône l'humour, il dit qu'il faut prendre le temps de regarder dans le vide. Sans aucun but productif. C'est le contraste total avec l'optimisation. Complètement. Il utilise même l'art abstrait comme les grands carrés colorés du peintre Mark Rothko pour apprendre à ses patients à trouver de la beauté dans des choses dénuées de sens évident. C'est une leçon cruciale pour les personnalités hyperactives, les fameux profils de type A. S'ils attendent de franchir d'énormes étapes, comme vendre une entreprise ou publier un livre, pour enfin célébrer, leur vie devient une angoissante salle d'attente. C'est très bien dit. Il faut apprendre à apprécier l'absurde et le banal au quotidien. Absolument. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final, si on résume cette exploration? On a vu qu'il faut déconstruire l'apprentissage en isolant les anomalies, qu'il faut protéger son temps avec un acharnement presque militaire, Qu'il est vital de s'inoculer contre la peur par l'inconfort volontaire, comme le froid ou le jeûne. et surtout de ne pas oublier de s'émerveiller. D'ailleurs, l'auteur propose 3 micro-actions de 60 secondes pour changer le monde autour de soi. Des actions très simples. Payer le café de la personne derrière soi dans la file. Chercher un terrain d'entente lors d'une dispute, ravaler un peu son orgueil. Et aller parler à un inconnu. C'est fou. Après avoir étudié les plus grands esprits de la planète, on en revient à payer un café à un inconnu. Ça remet les choses en perspective. Et cela soulève une question importante pour chacun d'entre nous en guise de conclusion. Laquelle? Et si la véritable clé pour accomplir des choses extraordinaires n'était pas d'accumuler frénétiquement toujours plus de connaissances, d'objets ou de succès? Et si c'était plutôt d'avoir le courage de se délester de nos certitudes, d'embrasser volontairement la difficulté et de trouver l'extraordinaire dans les moments les plus banals de notre vie? Une réflexion magnifique pour terminer. Merci d'avoir partagé cette analyse avec nous aujourd'hui. On laisse notre public méditer là-dessus et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.